Je dis souvent en cours, en communication, il n'y a pas une bonne manière de faire, il y a surtout une infinité de mauvaises. Avoir des idées, c'est hyper facile. Avoir des bonnes idées, c'est plus compliqué. Et puis des idées qui fonctionnent, Ouais. ce qui est génial, c'est que là, tu peux tester. Mhm. Est-ce que mon idée, qui est comme ça, à 23h12, un jeudi, elle est géniale. Et en fait, tu testes le truc le lendemain et tu fais, en fait, c'est tout pourri. Voilà. Et ça, c'est génial parce que ça te permet d'être beaucoup plus critique, beaucoup plus exigeant parce que tu peux aller vraiment au bout de la chaîne, seul. Je pense que les IA génératives, en tout cas, dont moi, je parle pour moi, ça m'a, je pense, rendu encore plus modeste. Ouais. Parce qu'en fait, tu as quand même des outils en face de toi. C'est même pas que ça surpasse, tu vois. Enfin, c'est une autre galaxie. Bienvenue sur Alpacity, le réseau roman des spécialistes du numérique. Aujourd'hui, nous recevons Georges-André Tabet, expert en communication digitale, conférencier et responsable pédagogique chez OneFuture. Il navigue avec passion entre la création de concepts, la transmission du savoir et les bouleversements liés à l'intelligence artificielle. Après avoir formé plus de 5000 personnes en 10 ans, il vient nous parler de l'art de l'andragogie, de la révolution de l'IA générative et de l'importance de garder un esprit critique. Bonjour Georges-André. Bonjour Delphine. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler de 1000 choses. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Oui, on va faire ça. Donc, je m'appelle Georges-André Tabet, je suis consultant en communication depuis une quinzaine d'années, et puis ça fait 10 ans que je suis à mon compte, et je suis également formateur en tout cas, j'ai pu former dans une dizaine d'instituts de formation à peu près 5000 personnes, 5000 adultes. Est-ce que tu as eu un déclic une fois dans ta vie, jeune j'entends, pour te diriger vers le monde du digital ? Oui, alors en fait, j'étais giga fan de publicité quand j'étais petit, donc je matais le dimanche soir très tard, Culture Pub, et avec mon père évidemment, et j'adorais Culture Pub, c'était trop bien. Et ensuite, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui travaille dans le monde de la publicité, et lui m'avait parlé du digital à une époque où, en fait, le mot, je crois, n'existait pas, en fait, simplement. Non, vraiment, c'était vraiment les prémices du digital. Et lui m'avait parlé du digital en me disant, il faut que tu ailles là-dedans, vu que tu veux travailler dans la communication, on va dire au sens large, quoi. Et lui m'avait dit, écoute, va là-dedans. Donc, c'est resté dans le coin de ma tête. Et après, je me suis formé. Donc, j'ai fait un master en marketing digital à l'époque à Créa Genève. Et en fait, c'était super parce que René Engelmann m'avait donné ma chance également. Et je sortais d'un bachelor en économie à la HEI-GVD. Donc, j'ai enchaîné comme ça. Et donc, voilà. Tu viens plutôt du milieu finance, économie, Ouais, et ensuite t'es retourné vers ta Ouais, première passion, la publicité dans le digital. Et puis j'avais fait une formation en banque et en finance à l'UBS à l'époque, une formation pour porteurs de maturité. Ah, c'est fou. Et c'était en gros plus ou moins pendant la crise des subprimes, donc c'était très formateur, comme on dit. On apprend des expériences. Complètement, toujours. Donc, communication, grande curiosité. Oui, j'essaie. J'essaie. Qu'est-ce qui te stimule le plus quand tu pars sur un projet de concept de communication ? Alors moi, j'aime beaucoup apprendre et me dire, je sais pas, chaque matin, c'est un peu cette phrase, je sais que je ne sais pas, et de me dire, écoute, chaque jour est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est vrai que la communication ou le marketing, je mets un peu ces mots au même niveau. Ça reste des domaines qui sont quand même proches, quoi. Seulement qu'on puisse dire, et qui te donnent l'occasion d'apprendre des autres, déjà, grâce aux autres, et évidemment te former, t'auto-former sur une multitude de sujets. Voilà. Je sais quand même pas mal de choses sur toi, Georges-André, je le dirai pas à chaque fois, mais en tout cas, je sais que tu as co-créé un podcast récemment qui s'appelle Adaptologia avec Anaïs. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce podcast et aussi de ce concept assez chouette ? Ok, très bien, merci. Alors, donc Anaïs, qui est ma chère et tendre épouse, que je salue. Et en fait, si tu veux, Anaïs et moi, on est entre autres très geeks. Ça veut dire on adore la pop culture,
on mate beaucoup de films, on lit beaucoup, on écoute beaucoup de musique. Enfin voilà, on est fan de Lego, de jeux vidéo. Enfin voilà, on a cette culture-là, on a beaucoup de centres d'intérêt communs, dont ceux-là. Mais chacun, on va dire, avec un peu ses expertises spécifiques. Typiquement, Anaïs, elle s'y connaît hyper bien en manga, ce qui n'est pas du tout mon registre. Donc ça, c'est, on va dire, le point de départ, déjà. Ensuite, donc, ce podcast Adaptologia, c'est simplement un podcast sur les adaptations d'œuvres, c'est-à-dire que chaque épisode est dédié à une œuvre et à toutes ses adaptations. Si on prend un cas très concret, on prend le dernier épisode en date, au moment d'enregistrer, c'est notre épisode-là de ce podcast, c'est sur Total Recall. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va lire la nouvelle de Philippe Cadic. On va regarder le film de Paul Verhoeven, on va regarder le film de Wiseman, on va jouer au jeu vidéo Total Recall et on va faire une analyse où on va partager notre sentiment sur, imaginons, comment est traité tel personnage ou bien les décors, etc. Et puis, on va donc analyser par rapport au médium pourquoi tel personnage est comme ça dans le livre, pourquoi il est comme ça dans tel film et pourquoi il est comme ça dans tel jeu vidéo. Puis on a fait pas mal d'épisodes. On a fait sur Le Roi Lion, on a fait sur Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein, c'est plus de 250 adaptations pour le coup, donc on n'a pas fait les 250. On choisit évidemment certaines adaptations, mais le but, c'est vraiment d'aller sur ce côté médium qu'on aime beaucoup. Donc voilà, c'est ça ce podcast. Et on s'amuse beaucoup à le faire, ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Alors c'est quand même, je dirais pas une niche, mais ça représente voilà, une communauté autour de ce sujet-là. Toi, tu es aussi spécialiste de la gestion de communauté. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu dans cet angle-là, en tout cas ce sujet, qu'on le décrypte un petit peu. Et je sais aussi que tu as travaillé il y a peut-être déjà quelques années maintenant pour la marque Dacia de chez Renault. Dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure même. C'est trop bien. Mais il y avait cette fameuse grande communauté autour de cette voiture, de cette marque. Et voilà, j'ai envie qu'on ouvre ce sujet. Exact. Ouais, tout à fait. Donc oui, c'est lorsque je travaillais en agence. Donc moi, j'ai travaillé pour les marques Renault et Dacia. On va dire pendant 2 ans chez OMD. Donc moi, j'étais dans la structure dédiée à Renault International et Renault Europe chez OMD, mais j'étais plus dans la partie, on va dire, planning stratégique. Et ensuite, j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an chez We Are Social, mais cette fois pour Renault France. Mais bon, il y avait des personnes, on va dire, communes côté client, donc c'était chouette de pouvoir les retrouver, on va dire, sous une autre casquette, une autre agence. Et il est vrai que typiquement, la marque automobile Dacia, dans son renouveau, on va dire, sous l'égide du groupe Renault, ce qui est génial, c'est que tu as eu des propriétaires de Dacia qui ont naturellement commencé à se retrouver. Ça a commencé entre autres en Hollande, où ils faisaient en fait des pique-niques de proprios de Dacia. Et au même titre que tu peux avoir la même chose, je sais pas, chez Porsche, par exemple, tu as des fans de Porsche, de la Carrera 911 de telle année. Là, tu as la même chose avec des Dacia. Et donc, tu avais vraiment cette dimension communautaire, mais qui venait pas de la marque, c'est-à-dire c'est pas la marque qui l'a imposée ou qui a essayé de créer la communauté, c'est fait en fait vraiment spontanément. Et bien entendu que Renault, le groupe, avait identifié quand même ceci et ils avaient évidemment créé même des événements, mais gratuits, mais énormissimes. Moi, j'étais une fois allé dans un et tu avais des concerts, enfin c'était une giga teuf, mais il fallait avoir une Dacia. Et la marque, en fait, a essayé sans s'imposer, justement, de valoriser, d'amplifier, on va dire, cet événement-là de communautaire. Et c'était une giga leçon de communauté, je trouve. Comment, à ton avis, on crée cette magie de la communauté? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... C'est pas dans les manuels... Enfin, peut-être que si. Ceci dit, il doit y avoir peut-être des... Il y a des choses, on va dire, comme toujours, je dis souvent en cours, en communication, il n'y a pas une bonne manière de faire, il y a surtout une infinité de mauvaises. Et je pense que, tu vois, ça se saurait si tu avais une recette toute faite pour, imaginons, créer une communauté. Je pense qu'il y a surtout plein de très mauvaises manières de faire pour qu'une marque... ou dilapide une communauté naissante,
ou s'impose trop, donc ça perd en fait de cette magie. Donc voilà, c'est une sorte de terrain comme ça assez sensible, la notion de communauté, parce qu'en fait, derrière ce mot communauté, c'est quoi? Ce sont des personnes, ce sont des interactions entre ces personnes et évidemment une sorte de badge. Tu vois, tu as ça aussi dans la musique, tu vois, tu prends les groupes des fans, tu vois, qui se retrouvent comme ça par rapport à tel ou tel artiste ou groupe. C'est des forces, en fait, ces communautés qui ont potentiellement un impact au-delà même de leur communauté. Ça a toujours existé, les communautés, mais j'ai quand même l'impression qu'avec les réseaux sociaux, ça a facilité la création un petit peu comme des pop-up de communautés. Je sais que tu es aussi référent social media. Je t'ai vu récemment sur la RTS. C'était assez sympa, d'ailleurs. Qu'on salue. Oui, qu'on salue, absolument. Si nous regardent, il y en a sûrement. Comment tu vois l'évolution de ces réseaux sociaux, les modèles économiques aussi derrière? Est-ce que, je me posais la question, un individu qui a des choses à dire, se met devant la caméra et puis touche une communauté, ou est-ce qu'on est quand même dans un système économique où finalement, quand même, plus tu payes, plus tu touches du monde? Et en fait, il y a déjà ce point, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, tu avais... À l'origine, c'est que de l'organique, donc il n'y avait même pas vraiment de modèle économique. Après, il y a eu toute la partie social paid, ça veut dire tu vas payer pour être vu, pour cibler, etc. avec ton contenu. Arrivent depuis quelque temps quand même aussi les abonnements, des abonnements qui te permettent d'avoir plus de fonctionnalités, typiquement X. Si on prend cet exemple pour commencer, selon l'abonnement que tu as droit à Super Grok, tu as droit à des fonctionnalités supplémentaires. Et pareil, justement, Meta a annoncé ça il y a quelques semaines maintenant, des abonnements payants de Meta qui vont te donner des fonctionnalités supplémentaires sur Facebook, sur Insta, potentiellement aussi sur WhatsApp. Et l'idée, en fait, derrière, c'est, déjà, en quelque sorte, s'émanciper de la publicité comme seul revenu, parce que ces plateformes-là, 99,9% de leur CA, c'est essentiellement dû à la publicité. Donc, c'est une façon d'avoir aussi ce qu'on appelle ce revenu mensuel récurrent qui permet justement d'assurer une pérennité financière, une stabilité financière et être moins en main, en quelque sorte, des annonceurs. Et c'est une façon, je pense, de trouver des nouvelles voies. Et aussi, le point, c'est qu'en intégrant énormément d'IA dans ces outils, des nouvelles fonctionnalités, certaines accessibles parce que payants, etc., en fait, il y aura... en tout cas, c'est ce que j'ai lu tous ces derniers temps. On parle de réseaux sociaux à 2 vitesses ou plus. Ça veut dire que, imagine, toi, tu payes un abonnement Meta, tu as des fonctionnalités, moi, j'en ai pas, parce que, imagine, je paye pas. Ça veut dire que ton expérience n'est pas du tout la même que la mienne. Donc, est-ce que c'est grave ou pas? C'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, c'est un fait. Et tu intègres en plus à ça tout ce qui est AI content, le AI slop, tout ce genre de choses. Évidemment, l'expérience des réseaux sociaux, est-ce qu'elle va se dégrader? Est-ce qu'on est dans une période un peu trouble aujourd'hui parce qu'il se passe beaucoup de choses en peu de temps et que peut-être que d'ici, je dis 5 ans, les réseaux sociaux finalement l'expérience peut-être sera plus satisfaisante aujourd'hui. Tu vois, moi, dans mon cas, je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux. Ça reste une grosse partie de mon travail, évidemment. Mais en loisir pur, je passe pas beaucoup de temps. Si j'y vais, j'ai une intention. Ça veut dire, si je vais sur Insta, c'est parce que je veux juste voir quelque chose en particulier et pas longtemps. Je vais évidemment limiter mon usage. Ça veut dire de doom scrolling à l'infini. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais évidemment, aujourd'hui, je ne le fais pas parce que tu gagnes beaucoup de temps à ne pas le faire. Et tu peux faire plein de choses vachement... Non, c'est vrai. En tout cas, personnellement, qui m'apportent beaucoup plus. Tu vois, si je scrolle pas, imagine, 1 heure par semaine, 1 heure par jour, toute la semaine, c'est 7 heures au bout de la semaine. 7 heures, c'est quasiment une journée de taf. C'est, ça peut être 3 films, ça peut être un bouquin. 7 heures de marche. Ouais, tu peux marcher, tu peux faire ce que tu veux. Je me posais quand même la question aussi sur les réseaux sociaux et notamment si on regarde le cadre suisse, le contexte suisse. J'ai l'impression qu'on est pas en retard, mais qu'on n'est pas des
On a peu d'influenceurs quand même suisses, il me semble, ou peut-être On en a. On en a. On en a dans différents types. Tu vois, un des plus connus serait peut-être le Grand JD. Oui. Tu vois, qui est peut-être comme ça, parce qu'en fait, il est dans beaucoup de contenus français. Mhm. Donc, avec les autres youtubeurs français. Et même des costauds, tu vois, comme Inoxtag, donc, où lui, le Grand JD va être invité. Donc, et Inox, c'est un des plus gros. On en a quelques-uns. Maintenant, le marché suisse, est-ce qu'il est aussi Oui, et puis du coup, il y a cette plein de question langues, de... plein Voilà, de cultures. exactement. Et évidemment, en tant qu'influenceur, ou même en tant que marque, au final, c'est toujours le même problème. Quelle langue, etc. Donc, mais le problème de l'influence, c'est que vu que c'est très incarné, Mhm. imagine si moi j'ai envie d'être influenceur demain lifestyle, Mhm. et Bien que moi j'ai une culture suisse romande. Oui. Très peu suisse-allemande, donc m'imposer là-bas, comment je vais faire, enfin voilà. Donc le marché en fait est très vite limitant en Suisse, mais c'est pas grave, je pense qu'on a d'autres choses aussi à proposer. Mais je me posais la question du coup sur, par exemple, des politiques Oui. Que l'on voit moins, mais de plus en plus quand même sur des comptes privés pour faire politique. Mhm. Et j'ai notamment en tête une amie donc, au niveau de la commune, hein, mais qui avait toute une stratégie qu'elle a mis en place et elle a été élue suite... ouais. Voilà. Et je me suis dit, OK, mais c'est le début de quelque chose qui se fait déjà aux États-Unis. Hein. Il y a eu beaucoup d'élections. Obama. C'est vrai, c'était le premier. Obama, j'allais dire, je ne suis pas un expert en géopolitique, mais j'ai l'impression qu'Obama a peut-être été le premier à utiliser le digital au sens large, et même les jeux vidéo. Tu avais des publicités au sein de certains jeux vidéo pour dire de voter pour Obama. Ah ouais, non, ça je ne savais pas du tout. Ouais. OK. Et ils avaient intégré de la publicité comme ça dans un jeu vidéo. Tu avais des panneaux publicitaires, en fait, avec Obama dedans pour des jeux de voiture, etc. Et oui, peut-être c'est un peu le patient zéro, en tout cas dans cette partie du monde. En tout cas, à ma connaissance, sûrement que peut-être dans d'autres pays, d'autres régions du monde, il y a eu d'autres cas où avant, enfin ça, j'ai pas la visibilité. Donc, est-ce que les réseaux sociaux sont quand même plus autour d'une personne, d'un personnage, et un peu moins des marques? Enfin, est-ce qu'on se dirige là ou pas vraiment? Non, je pense que les deux vivent ensemble. Okay. Et après, évidemment, la notion d'incarnation, elle est importante en social media parce que... Et même les marques, tu vois, quand on parle de marques incarnées, ça veut dire, je sais pas, tu prends dans le luxe, tu vas prendre tel designer, tel DA de telle marque, ou tel fondateur de telle entreprise ou fondatrice. Donc, il y a en fait nécessairement ce côté d'incarnation. Et après, il y a aussi la marque en tant que telle. Ça veut dire sur qu'est-ce qu'elle représente, la marque aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'elle a pu représenter hier, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de règles. Et aussi, en fait, ça évolue hyper vite. Donc, c'est des tendances. Et puis aussi, tu vois, si tu prends par rapport aux différentes générations, tu prends les millennials, Gen Z, Gen Alpha, etc., ils vont pas rechercher la même chose. Ils vont pas être sensibles, évidemment, à la même chose, au type de discours, etc. Donc, les codes changent. C'est hyper mouvant. Et puis, il faut aussi pas oublier une chose. Il y a le côté géographique. Ça veut dire que nous, on a généralement une vision qui est très limitée, à savoir l'Europe de l'Ouest. Et encore, dedans, je mets 3 pays et encore. Et on a l'impression que c'est tout partout pareil. Ouais, mais pas du tout. Tu prends, je sais pas, l'Espagne, par exemple, ils ont été précurseurs du digital. Tu prends le Brésil, pareil. Donc, tu vois, si d'un coup, tu sors un peu de 3 pays et demi ou de ta langue, typiquement dans mon cas, le français, tu vas voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et c'est toujours, je pense, enrichissant. Il y a aussi un autre point qui me semble important de glisser là, et ça m'emmènera aussi vers une transition sur l'intelligence artificielle, parce qu'on est obligé d'en parler dans le digital aujourd'hui. Ah bon? Oui, je me suis dit que c'était pas mal. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une émission sans parler d'intelligence artificielle. Peut-être c'est aujourd'hui. Non, non, on va en parler.
C'est tout ce qui concerne la création de contenu. Oui. J'ai l'impression que ça aussi, on est en train de démocratiser cette création de contenu. Complètement. Et c'est très beau de voir, alors oui, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup trop de choses, et puis les fakes, etc. Mais ça me donne aussi des outils à des gens créatifs qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir du bon matériel. Aujourd'hui, avec très peu de choses, on peut faire des choses incroyables. Le champ des possibles. Ouais. Ça veut dire que oui, tu as des outils qui te permettent de créer, comme tu dis, je sais pas, de la photo, de la vidéo, de la musique. Et ça, en fait, évidemment, de manière... ou complètement automatisé, ou en tout cas amplifié par de l'IA. Tu prends un outil que moi je trouve extraordinaire, qui est Canva. Ouais. Canva, en fait, a répondu à des besoins où, typiquement, Photoshop et InDesign et compagnie, hyper difficile à prendre en main. Tu avais d'autres outils, je sais pas, comme PowerPoint, mais à l'époque, qui étaient très limitants. Enfin, c'était pas Jojo ce que tu pouvais faire avec. Et hop, arrive Canva, ils intègrent des outils hyper faciles à prendre en main. Depuis quand même pas mal de temps aussi, d'années, ils ont intégré énormément d'outils d'IA et continuent à le faire. Tu peux connecter Canva à ton cloud ou peu importe. Donc, ce qui est génial, en fait, comme tu dis, c'est que ça permet à des personnes créatives, ou pas d'ailleurs, mais de créer du contenu, de s'exprimer. Après, évidemment, il y a toujours, pas toujours, mais en tout cas, dans ce cas-là, il y aura un peu le revers de la médaille avec tout ce qui va être du deepfake, tout ce qui va être le AI slop, tout ce qui va être un peu tous ces comptes qui vont partager des contenus, mais juste pour faire de la vue, etc. Donc, oui, tu auras toujours un usage pas incroyable des choses, mais dire ça a toujours existé. Évidemment, il faut traiter ça. Selon la gravité que ça peut représenter sur l'intégrité d'une personne ou d'une religion, d'une ethnie, peu importe, c'est juste des exemples. Mais en tout cas, oui, il y a ça. Et je pense que c'est important de le traiter quand même et de le traiter frontalement. Mais moi, si on prend juste, on se limite au côté un peu plus créatif, c'est génial parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as plus de possibilités. Mais qui dit plus de possibilités, plus d'opportunités, le fait est qu'il y a aussi beaucoup plus de monde qui sont capables de le faire. Donc, il y a une sorte de concurrence aussi qui s'inscrit, sachant que être seul aujourd'hui dans un registre n'est pas hyper réaliste. Mais au moins, tu peux faire les choses. Toi qui es créatif, parce que quand même, si on n'a pas l'idée, généralement, ça ne rend pas hyper bien non plus le résultat. Non, on est d'accord. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça, peut-être demain, ce sera différent. Mais toi, comment tu as vécu cette arrivée ? Tu es si créatif. Est-ce que, d'une certaine manière, ces IA qui sont arrivées dans ta vie n'ont pas permis de réaliser tout ce que tu imaginais ? Alors oui, en fait, aujourd'hui, dans mon travail, parce que moi, j'utilise vraiment les IA dans un cadre professionnel. Ça veut dire le côté récréatif des IA, pas des masses. Okay. C'est-à-dire... Après, moi, j'ai peut-être un regard critique, négatif, sur les tendances d'utiliser de manière rigolote des IA génératives. Par exemple, moi, je trouve que c'est surtout dans des gens comme nous, dans ce domaine-là, je trouve que c'est irresponsable. Par exemple, s'amuser à faire tes starter packs pour le mettre sur LinkedIn, moi, ça me dérange. Parce qu'en fait, ça a un coût. Ça a un coût écologique, ça a un coût environnemental, ça a un coût évidemment financier, mais bon, ça, à la limite, c'est pas le plus grave, ces structures ont de l'argent, mais voilà, ça, je suis pas hyper à l'aise. Et c'est pas que je suis dans un truc vertueux, tu vois, c'est pas que... J'utilise ces modéré. J'utilise ces IA tous les jours, tu vois, donc je suis conscient aussi de mes propres limites sur ces sujets, mais j'essaye en tout cas de les utiliser de manière consciente, et pour une utilité, tu vois, réelle, dans un cadre professionnel. Et après, c'est vrai que c'est génial parce que oui, tu peux avoir une idée aujourd'hui. Et moi, ça m'est arrivé encore récemment, là, à l'heure où on se parle, on enregistre cet épisode. J'ai eu, je sais pas, une idée, imaginons sur quelque chose. Et je passe par Claude, en Cowork Code et tout. Et tu peux maqueter en HTML quelque chose auquel tu as pensé. Donc, je sais pas, imaginons un site internet et je me dis, ce site internet, moi, je le verrais de cette manière-là. À l'époque, ça aurait été un peu galère pour moi. Peut-être j'aurais fait une maquette sur Canva, mais c'est pas hyper intéressant et tout. Aujourd'hui, je peux le faire cette maquette en HTML qui sera interactive, etc. Donc, tu peux aussi montrer quelque chose le plus concret possible. Évidemment, le code que tu auras fait, moi, je suis pas dev,
il sera catastrophique. Tu vois, je pense que tu montes ça à un dev, il prend feu, il a ses yeux. Je sais même pas, hein, je crois que la qualité est bonne. J'ai jamais On osé le devrait faire demander. encore. Ouais, j'ai jamais osé le faire. Et tu vois, et en fait, c'est génial parce que tu peux aussi aboutir à quelque chose, parce que en fait, avoir des idées, c'est hyper facile. Avoir des bonnes idées, c'est plus compliqué. Et puis des idées qui fonctionnent, ce qui est génial, c'est que là, tu peux tester. Est-ce que mon idée, qui est comme ça, à 23h12, un jeudi, elle est géniale. Et en fait, tu testes le truc le lendemain et tu fais, en fait, c'est tout pourri. Voilà. Et ça, c'est génial parce que ça te permet d'être beaucoup plus critique, beaucoup plus exigeant, parce que tu peux aller vraiment au bout de la chaîne, seul. Ça veut dire, c'est bien de bosser avec des gens, hein. Mais avant d'aller déranger des personnes pour qu'ils disent non, en fait, c'est tout pourri, bah au moins, voilà, tu vois. Pose-toi, je vais t'expliquer. Voilà, tu t'évites tout ça. Depuis l'âge de 29 ans, tu donnes des cours. Oui, tout à fait. Et tu as récemment mis à peu près ces 10 années de cours dans un LLM. Tout à fait. Pour dialoguer avec ton propre savoir. Oui. Raconte-nous cette expérience. Complètement. Donc oui, j'ai eu la chance de commencer à donner des cours donc à 29 ans, donc à l'école Créa où j'ai fait mon master en marketing digital. Et mon premier cours, c'était donc Philippe Galland qui m'avait donné la possibilité de le faire. C'était un master international. Et après, de fil en aiguille, justement, j'ai pu donner des cours dans une dizaine d'écoles, instituts de formation, comme La Faire à Genève, Romandie Formation, On Future également, le Sub de Pub à Paris. Enfin voilà. Donc, juste, je pose le contexte pour comment on peut dire ça, pour montrer un peu la masse de ce que ça représente. J'ai fait le compte récemment. Donc, avant, on disait, j'ai donné des cours et des conférences à plus ou moins 5000 personnes. Et ça représente, ces dernières années, 650 jours de formation. OK. Voilà. Et des tonnes de slides, évidemment. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, comme tu disais, basculé des slides, de la matière, pour que le LLM comprenne comment je structure mes cours, parce que moi, j'ai une manière de structurer mes cours qui est un peu spéciale. Ce qui, en fait, spécial, je sais pas, mais en fait, c'est chapitré. C'est qu'en gros, je sais pas si j'ai 3 heures de cours, je donne un exemple, j'ai créé des capsules de cours, donc c'est un thème. Et chaque thème est divisé en un objectif pédagogique, la matière et une conclusion. Et on passe à la capsule d'après. Ça, c'est la structuration de mes cours depuis début 2019. OK. Et donc, aujourd'hui, lorsque je donne une conférence, par exemple, il y a quelque temps, j'ai eu la possibilité de donner une conférence au centre patronal lors de la journée du digital. Et c'était une conférence qui durait 30 minutes. Et j'avais aussi structuré ma conférence de 30 minutes en capsules sous-chapitres. Donc, il y avait 3 gros thèmes. Et chaque thème était divisé en 3 sous-thèmes. Donc, ça faisait une matrice, en fait, de 9 sous-thèmes. Et tout ça, en fait, ce qui est génial, c'est que par de l'IA générative, il comprend déjà comment tu fonctionnes. Tu vas pouvoir pousser certaines choses. Et ça, j'ai remarqué, c'est que parfois, évidemment, je prends beaucoup plus de temps aujourd'hui qu'à l'époque à faire un cours. Ça, en fait. Ah ouais, c'est marrant, ça. C'est pas, en fait, moi, je n'utilise pas les IA génératives pour gagner du temps. Selon les actions, les missions que je dois faire, certes, je gagne du temps. Et surtout, je peux le faire. Tu vois, on disait avant le coup de la maquette en HTML. Impossible il y a encore 3 ans. En tout cas, pour moi. Aujourd'hui, je peux le faire. Mais il y a évidemment des choses où je vais passer beaucoup plus de temps parce que je mouline, parce que j'amplifie, parce que je vais faire un état de l'art sur tel sujet que je vais renverser dedans. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec mes cours, c'est que j'ai fait des états de l'art sur les techniques d'andragogie, imaginons, et j'ai rebasculé 30 pages, quasiment comme une sorte de petit mémoire, quoi, pour améliorer ma manière de donner mes cours, améliorer ma manière de faire mes conférences, être plus engageant, etc. Et récemment, j'ai eu aussi la possibilité de donner une conférence donc, pour On Future à Genève sur les IA génératives, Claude, etc. Donc, Frédéric Dumonal me dit, je lui dis, écoute, je tente un truc, je ne fais pas des slides et je vais faire une interface HTML qui ressemble à une sorte de site internet. Et ça rend, en fait, si tu veux, je ne le fais pas en gimmick, ça veut dire je me suis vraiment basé sur la théorie d'andragogie pour améliorer la plateforme et être le plus engageant possible devant une centaine de personnes ce jour-là. Et pendant 20 minutes. Donc, tu peux tester des choses, tu peux être beaucoup plus engageant et c'est très important
dans la formation. Et c'est vrai que ces IA génératives, j'ai l'impression d'être meilleur. Après, c'est pas à moi d'être juge, tu vois. C'est vraiment, faudrait que je demande à des gens autour de moi en disant, tu m'as vu avant, tu m'as vu maintenant. Est-ce que je suis meilleur? Le avant-après, ouais, le fameux... avec le filtre. Exactement, le avant-après. Et puis on verra. J'ai pas encore posé la question, mais il faudrait que je le fasse. Ce serait intéressant. Je me souviens, tu m'avais montré 2-3 exemples parce que j'avais trouvé ça assez chouette. Et puis, il y avait cette question d'adaptation de l'exemple par rapport au public. Oui. Et en fait, ça, je trouvais que c'était révolutionnaire parce que ça veut dire qu'en live, alors c'était bien sûr préparé parce que tu passes du temps à préparer, mais tu avais fait plusieurs cas de figure en fonction du public qui allait avoir ce jour-là. C'est ça. En fait, concrètement, c'était pour cette conférence On Future. Et il y avait donc une centaine de personnes. Et les personnes qui s'inscrivent, moi, j'avais juste demandé à avoir accès globalement au type d'entreprise. Tu vois, un peu voilà, dans quel domaine elles sont actives, etc. Mais pas plus. J'ai pas besoin de plus. Et puis même en termes de data, enfin voilà, j'aurais pas... j'aurais pas besoin, puis c'est pas nécessaire. Et donc, j'ai pu identifier des typologies d'entreprises, et ça veut dire donc telle personne dans telle entreprise. Et ce que j'avais fait, c'est qu'à la fin, je voulais présenter une étude de cas. Donc, j'avais créé 5 études de cas différentes, avec, imaginons, je sais pas, une entreprise qui est un cabinet d'architectes à Genève, mais qui veut mettre en place une newsletter, ou bien des avocats qui veulent commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. Enfin, je donne plein d'exemples comme ça. Et j'ai créé ces 5 études de cas. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que vers la fin de ma conférence, faire les 5 études de cas, c'est-à-dire les pauvres personnes devant moi, tu vois ce que c'est impossible. Et c'est pas qu'une question de temps, c'est même une question en termes de pédagogie, c'est inutile au possible. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage, et puis dans ma plateforme codée en HTML, je dis, OK, vous avez le droit de voter une seule fois, voici les 5 cas de figure. Qui a un problème de visibilité? Tu as des mains qui se lèvent. Et puis, je note dans l'interface en live sur mon ordi, tant de personnes lèvent la main. Et puis, combien de personnes ont un problème de notoriété, etc. Et ainsi de suite. Et puis, en fait, j'ai pris le marketing funnel classique. Et fidélisation, poum, poum. Et donc, la majorité l'emporte. Et je dis, écoutez, il y a 32 mains qui sont levées pour un souci de notoriété. Nous allons faire l'étude de cas. Et puis, si tu veux que c'est la plateforme, c'est comme un site. Donc, je scrolle vers le bas. Et le seul cas qui s'affiche, c'est celui-ci. Les autres, en fait, si j'inscris rien, ils sont visibles. Mais du moment que... Et ça, je l'ai imaginé moi-même, en fait, enfin, pas en quelque sorte. Je l'ai imaginé moi-même. Tu l'as imaginé, ouais. Et j'ai pu le faire. C'est ça aussi qui est génial. Ouais. Et je les ai rassurés en disant, écoutez, rassurez-vous, les 4 autres études de cas, vous alliez avoir accès parce que je vous ai également préparé un livre blanc qui fait 25 pages, qui est ce que vous avez vu ce soir, plus des explications qui vous permettent de vous prendre par la main pour appliquer. Donc, j'avais fait aussi des petits encadrés en disant, techniquement, comment tu le fais, etc. Excellent. Et ça, en tant que personne qui donne des cours depuis 10 ans, en fait, tu vas tellement plus loin, tu es tellement plus utile pour les personnes, tu es tellement plus concret aussi, parce que la formation, c'est très important que ça soit concret. Et moi, entre autres, qui viens du planning stratégique, où parfois on a tendance à être au-dessus des nuages et c'est tout, c'était aussi parfois ma frustration. Là, tu es obligé d'être le plus concret possible, le plus pratico-pratique, parce qu'il faut que les personnes, après t'es écouté, se disent, bon, ce soir ou demain, je peux mettre ça en place. Et c'est vrai que faire des formations, donner une formation, une conférence comme celle-ci, interactive, créer un livre blanc qui sert les gens, etc., c'est génial. Et c'est vrai que, et je reprends un peu ce que je disais avant, parfois ça va prendre plus de temps, parfois moins, tu vois. Si je devais faire un livre blanc sans une IA générative, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai ma base et après, je vais dire à Claude, bon, maintenant, on va faire un livre blanc avec plus de détails, plus d'exemples, etc. On mouline ensemble, on itère et après, j'ai mes 25 pages. Et ça, tu t'es encore plus utile aux gens. Et c'est génial parce que j'ai plein de gens qui m'avaient écrit après sur LinkedIn pour me remercier, pour me dire que c'était utile pour eux. Enfin, à partir de là, moi, c'est bon. Ça veut dire, je suis heureux. Ouais. Ça me fait penser à un podcasteur hyper connu. Je crois que c'est le plus connu au monde.
qui est en fait le moment où il enregistre le podcast. Oui. Il y a des personnes qui prennent des photos et ensuite ils impriment un livre avec les phrases de ce que l'invité et ils lui donnent à la fin du podcast. Ah, c'est marrant, je ne connaissais pas. Ça voudrait dire que, en fait, aujourd'hui, j'ai réfléchi à ça, on pourrait le faire. Typiquement, je mettrais une IA ici, on papote une demi-heure avant que tu partes, il y a une personne qui imprime les photos puis qui met les meilleurs moments. Trop bien. Donc, c'est quand même un outil qui te permet de faire ça en très, très peu de temps. Oui. Et je me demandais si ça n'allait pas devenir presque une norme à la fin de recevoir ça, comme tu viens de le dire. Tu assistes à une journée de cours, à la fin, tu as un livre blanc, résumé, etc., personnalisé. C'est trop bien. On arrive vers une hyper personnalisation, un truc presque en temps réel. Du coup, ça change aussi totalement le monde de la formation. Et puis, je crois qu'on t'a fait des demandes sur comment former les formateurs. Aux IA génératives. Aux IA génératives. Et comment tu prépares ton cours, comment tu animes ton cours et comment tu fais le suivi de ton cours avec des IA génératives. Et puis, avoir les bonnes pratiques, éviter de faire certaines choses, les utiliser pour vraiment des raisons en particulier, etc. Donc oui, ça j'ai de plus en plus de demandes comme ça, mais qui viennent naturellement. C'est-à-dire, moi, je prospecte pas plus tant que ça. Ça veut dire, je donne des cours, je donne des conférences, il y a des gens qui sont contents de mon travail, et ils en parlent autour d'eux. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Ce qui est cool aussi, que c'est très organique. En fait, moi, j'ai cette chance depuis pas mal de temps de pas vraiment prospecter. Donc, c'est juste, voilà, les gens sont contents. Et puis, s'ils sont contents, moi, je suis content déjà. Et puis après, ça permet d'être sur des nouvelles problématiques. Et aussi, je me limite pas. Ça veut dire que je suis très transparent. C'est m'est déjà arrivé, et pas qu'une fois, où je dise, j'ai jamais fait ça. Mais si vous êtes OK, moi, ça me va d'apprendre, de me renseigner au max sur tout ça et de délivrer. Et j'ai jamais eu, si tu veux, quelque chose, une mauvaise expérience. Tu vois. Parfois, on me dit, ouais, est-ce que tu connais tel outil d'IA? On aurait besoin d'une formation de 2 heures. Et je suis là, non, je ne connais pas, mais je suis chaud. Et en fait, ça revient à ce que vous avez dit, en fait, c'est une occasion pour moi d'apprendre d'un outil. Là, c'est un exemple avec une IA générative, ça peut être d'autres problématiques. Et en fait, c'est toujours l'occasion d'apprendre, de grandir, mais j'ai envie de dire aussi le plus modestement du monde, parce que j'assume aussi complètement je ne suis pas omniscient, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un expert des IA génératives, enfin, en tout cas pas. Mais j'essaye de faire au mieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Comment tu sens un petit peu le monde justement parce que l'IA fait ressortir des choses assez profondes. C'est vrai que quand tu es professeur, peut-être depuis de nombreuses années, c'est un choc d'une certaine manière de voir la puissance de ces IA qui ont toute la connaissance du monde. Enfin, je schématise. Comment tu as un peu senti ce domaine-là, et peut-être même jusqu'à celui de la communication, parce que finalement, la communication, c'est aussi jouer avec les mots, et l'IA propose des choses assez fabuleuses en communication. Je pense que les IA génératives, en tout cas, moi je parle pour moi, ça m'a, je pense, rendu encore plus modeste. Parce qu'en fait, tu as quand même des outils en face de toi. C'est même pas que ça surpasse, tu vois. Enfin, c'est une autre galaxie. Ça, c'est bien. Bien utilisé toujours, ça permet d'amplifier ce que tu es capable de produire. Après, il faut être aussi critique sur ce qu'elle produit. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout prendre pour ce que c'est. Il y a des erreurs encore, il y a parfois de l'incompréhension. Voilà. Donc, il y a 1000 raisons qui expliquent aussi une nécessité d'être hyper cultivé, d'être hyper critique, de développer son esprit critique, de ne pas travailler que via cette interface. Ça veut dire, moi, j'utilise plein d'outils. J'utilise NotebookLM, je vais utiliser Gemini, je vais utiliser Claude et Canva. C'est un peu mes outils principaux aujourd'hui. Et la suite Google, genre Google Doc aussi. Et donc, en fait, je fais mes slides avec Canva, mais je fais mes équivalents Word avec Google Doc. On prend des petites habitudes après. Moi, j'ai du mal à switcher, je me dis, si, tu te forces. C'est ça. Et je trouve, typiquement, NotebookLM, parce que c'est toi qui mets la matière, etc., c'est top. Et j'aime bien parce que les outputs sont aussi de plein de types différents, de médias différents, médiums différents.
Et ça remet justement en question ta méthode de travailler, ta méthode d'enseigner, ta méthode, dans mon cas aussi, de consultant en communication. Ça veut dire qu'évidemment, je ne travaille pas de la même manière, mais en fait, très vite, j'ai pris la main dessus parce que j'ai toujours aimé ces outils-là, dans le sens tout ce qui est digital, numérique et tout, sans pour autant être, je le répète, j'insiste, je ne suis pas dev, mais ça m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que ces outils-là, ben oui, ça peut faire un peu flipper. Donc parfois, tu as certaines personnes qui vont pas vouloir, ou etc. Et je pense qu'aussi, et moi j'utilise comme ça, c'est que j'utilise ces IA génératives peut-être pour des choses aussi, où je serais incapable de le faire autrement, déjà. Et aussi pour certaines tâches ou rébarbatives ou autres. Et après, vu que j'adore écrire, depuis toujours, j'adore écrire. Par exemple, pendant un temps, je faisais mes posts LinkedIn, c'est très anecdotique, avec des IA génératives. Et à un moment donné, je me suis dit, mais au bout de 5-6 posts, tu vois, je me suis dit, mais Georges, t'adores écrire, c'est dommage. Et donc, j'arrête totalement, tu vois, d'écrire avec de l'IA générative. C'est que moi, j'écris toutes mes publications LinkedIn, par exemple, c'est moi qui écris. Les publications qu'on fait avec Anaïs sur notre podcast, par exemple, les wordings, on se pose comme hier. On s'est posé hier après-midi. On avait nos contenus. Et en fait, ensemble, on va définir nos textes, nos wordings. Il y a plein de choses comme ça que j'aime faire aussi à la main. Et comme trouver des idées. Moi, j'aime bien trouver des idées. Me poser, être debout avec mon café, regarder un peu mon plafond chez moi et trouver des idées. Prendre des notes, etc. Pas en réflexe, directement le faire avec une IA générative, dire voici mon intention et tout. Et c'est très bien, c'est pas du tout une critique, c'est juste que j'essaye de garder, grâce à ces IA génératives, le fun dans mon travail, parce que j'ai la chance d'évoluer dans un domaine qui peut être hyper stimulant, hyper fun, et j'essaye justement d'utiliser le mieux possible. Et je te dis ça aujourd'hui, peut-être demain, je vais en faire encore autrement. Enfin voilà, je reste le plus flexible possible aussi. Ouais, on est en constante évolution, mais ça me fait penser à, par exemple, les échecs. On sait que l'Ianouba ou le jeu de Go, il n'y a jamais eu autant d'enthousiasme autour de ces jeux-là, parce que c'est le plaisir de la démarche intellectuelle de jouer à ces jeux-là. Ouais, de la découverte, vraiment des enjeux, quoi. Et puis tu réfléchis autrement. C'est comme, moi j'aime aussi reposer mes yeux. Donc c'est-à-dire je vais lire un livre, ou par exemple, ce que j'aime beaucoup faire, c'est être posé chez moi. Et même si j'adore écouter la musique, mais par exemple, je vais être posé chez moi, sur mon canapé. Mon téléphone, il est au loin, en silencieux, il vibre même pas. Et pendant 40 minutes, c'est pas que je fais rien, mais je suis posé sur mon canapé. Mais ça peut être au milieu de la journée. Ça peut être un mardi, 15h. Et en fait, ça me permet juste de me régénérer. Et après, tu sais, je me remets devant mon ordi. C'est 15h42. Et c'est parti. Tu sais, je rebosse. Et c'est juste, je suis posé, tu vois, je me suis un peu libéré l'esprit. Je prends souvent le train aussi pour aller voir mes clients à Paris. Et je me force, tu vois. Après, j'ai une Switch 2, j'ai Xbox Rally X, j'ai plein de consoles comme ça. Et parfois, exprès, je ne les prends pas. Ok. En me disant, comme ça, je vais regarder la vue. Même pas écouter de la musique. J'ai mon casque anti-bruit sur ma tête et je pense à des choses. Et ça, c'est des moments hyper précieux parce que, tu vois, moi, je me réveille le matin, droit derrière quasiment, je suis devant mon ordi et parfois, je passe une journée, c'est vrai. Je suis chez moi, va dire de 8h30 à 20h parfois devant mon ordi. Et ça, en fait, tu te sèches. Et c'est hyper important, justement, d'avoir ces moments de pause. Aussi, c'est pas toujours facile, ça dépend de son contexte familial, de comment fonctionne son ménage aussi. Oui, se comprendre, mais c'est vrai que toute cette période où on a eu du home office, les gens, en fait, on se rend pas compte, mais quand on va au travail, quand on se déplace, on a un rituel qui est sain, en fait, d'une certaine manière. Et quand tu es chez toi,
on est je crois que les êtres humains ont besoin de rituels et il faut se les créer soi-même si les conditions ne nous obligent pas à le faire. Et je trouve ça très sain ce que tu fais, puis tu arrives aussi à savoir toi ce que tu aimes. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à travailler depuis chez moi, c'était 2016-2017. Ah ouais, d'accord. Parce que je me suis mis à mon compte. Avoir un bureau n'est pas utile. Moi, j'ai besoin de mon téléphone, j'ai besoin de mon ordinateur, d'une connexion Internet. Et j'ai envie de dire, et c'est tout. Ouais. Donc, en fait, très vite, j'ai commencé à travailler depuis chez moi, de créer mes rituels depuis chez moi. 10 ans après, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que moi, je peux bosser de partout. Il me faut un coin de table et je peux bosser partout. Je peux être debout, je peux être assis, je peux être... Enfin, tu vois. Et en fait, je crée mon espace partout. Ce qui est bien, enfin ce qui est bien en tout cas pour moi dans ma façon de fonctionner, et j'ai pas besoin de coupure. Il y a des personnes, parce que j'en parle avec des gens autour de moi, ils ont besoin d'aller au travail, ils ont besoin de partir du travail. Moi en fait ça me pose pas problème de travailler à un endroit, je ferme mon ordinateur et c'est bon. Tu vois, ma journée, entre guillemets, elle est terminée. Peut-être je vais penser à des choses, mais c'est pas que je vais ruminer. C'est juste je vais cogiter. Mais ça, je trouve que c'est plutôt sain aussi de penser à des choses, etc. Quand tu n'es pas surstimulé. Et ça va, tu vois. J'avais une autre question qui était plutôt tournée vers les jeunes aussi. Moi, je commence beaucoup à parler à mon téléphone. Alors, ça fait un peu rétro quand je le dis comme ça, mais... On est une génération où on écrivait principalement. Oui, complètement. Génération SMS. Voilà. Et même email, tout. Enfin, je veux dire, on est vraiment une génération de l'écrit. Du coup, on a développé aussi une manière de penser liée à cet écrit. Et maintenant que je me mets aux vocaux, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas du tout... voilà, c'est hyper pratique. Et maintenant, je dialogue aussi avec l'IA de cette manière-là. De manière vocale. Exactement. Ouais, moi, je le fais peu. Voilà. Mais je pense que ça va changer quelque chose dans ma manière de penser, de réfléchir et de faire. J'en suis assez persuadée. Ouais. Et je continue, je maintiens et je suis de plus en plus à l'aise et moi, je vais là-dedans. Peu. Je sais pas, j'aime bien passer par l'écrit. Il faut que je fasse plus vocaux. Mais tu vois, typiquement, tu parles des messages vocaux. Moi, quand j'en fais, je me force à ce que mon vocal fasse moins qu'1 minute. J'étais sûr que tu avais gamifié le truc. Ouais, moi, c'est moins d'1 minute. Et je te jure, parfois, je sens que je dépasse, je l'arrête et je le recommence. Tu le recommences, ouais. Et moins d'1 minute, mon vocal. Pour respect pour la personne. Bon, ils peuvent t'écouter en x2. Hein. Ils peuvent en x12 s'ils veulent aussi, mais... Mais en fait, moins d'1 minute. J'ai des amis qui sont en train de faire des achats à la boulangerie, par exemple. En plein vocal, ils disaient « Excuse-moi, t'en bouges pas. » Il paye, il revient. C'est un podcast en immersion. Pourquoi pas, écoute. Mais non, mais c'est vrai qu'utiliser les IA génératives en vocal, en fait, je pense que, en tout cas, aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, c'est moins pertinent. C'est faisable. Hein. Et aussi, j'adore passer par l'écrit. Tu vois, moi, je prends beaucoup de notes sur mon téléphone. Donc, j'ai l'app Notes, comme tout le monde. Et je pense à un truc, j'écris. Et puis, ce que je fais, c'est que parfois, je pense à quelque chose. Je suis en train de faire mes courses. Je pense à un truc. J'écris dans Notes. Et quand je rentre chez moi, je vais relire. Et je me dis, est-ce que c'était bien ou pas ? Et est-ce que ça vaut le coup de le rebasculer dans une IA générative ? Ça, c'est pas que je vais utiliser Dispatch direct, tu vois. C'est que j'aime bien aussi avoir du recul sur ce que je fais. Donc, parfois, je prends le temps. Parce que, comme je disais, avoir des idées, c'est facile. Avoir des bonnes idées, c'est plus compliqué. Et surtout, juger de ton idée sur le moment, c'est très compliqué. Parfois, il suffit de 2 heures pour te dire que cette idée qui te semblait extraordinaire, en fait, elle est naze au possible. Ouais, c'est vrai. Ou l'inverse. Ou l'inverse, ouais. Ou quelqu'un qui t'attend à la maison puis qui dit non, cette idée n'est pas... Voilà. Ou quelle superbe idée. Quelle superbe idée. Quelle superbe idée. Comment tu sens aussi les jeunes générations ? Parce que nous, je trouve que c'est l'âge d'or pour nous puisqu'on a de l'expérience et puis qu'on a ces outils entre les mains. Et c'est assez fou. Ça veut dire qu'on peut faire notre métier, notre travail avec notre sens critique et puis on arrive à savoir si c'est bien ou pas. Enfin, on a accumulé de l'expérience. Les jeunes, j'ai foi en eux. Je trouve qu'ils sont incroyables. Ils vivent aussi dans leur époque. Mais je me posais la question de savoir, eux, comment ils allaient utiliser ces outils et surtout, quelle était l'ambiance en fait dans les classes.
Je pense qu'il faut leur demander. Ouais, t'as pas Oui, bien sûr. T'as raison, t'as absolument raison sur ce point. Ouais, en plus, c'est vrai, je dis, il faut demander aux premiers concernés. En tout cas, de ce que je vois par rapport à, on va dire, des pré-ados que je peux avoir comme ça dans mon entourage. Il y a, comme tout, en fait, on a un peu tous au même point, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Pas beaucoup de réponses, des usages aussi, tu développes tes propres usages, tu les détournes. Donc, il y a ce côté un peu hacking, peut-être, qu'ils vont avoir comme culture. Je donne un exemple dans un autre registre où il y a certaines familles ou autres qui vont interdire, je sais pas, d'avoir des messageries. Ils vont utiliser Google Doc. Ça, c'est un vieux truc, je te parle de ça il y a 10 ans, tu vois. Donc, je pense qu'on va être aussi dans ce côté-là. Et c'est que moi, en tout cas, j'ai connu un monde sans Internet, avec l'arrivée d'Internet qui était à 2 à l'heure, et puis après sans les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, sans les smartphones, avec les smartphones. Et puis, l'évolution, elle était, j'ai envie de dire, encaissable. Ça veut dire qu'on pouvait gérer l'évolution, je mets beaucoup de guillemets, mais c'était beaucoup plus gérable qu'aujourd'hui. Puis le temps plus long aussi. Complètement. Ouais. Aujourd'hui, ça va hyper vite. Il se passe 1000 choses à la seconde. Et si tu veux, l'enjeu, je pense, c'est comme toujours, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation. Enfin, c'est vraiment... Mais quand je dis ça, je ne parle pas que pour les jeunes. C'est comme le shadow AI, tu vois, les gens qui utilisent une IA au travail sans le dire parce que c'est interdit, puis ils vont mettre des infos, etc. C'est des gens, ça peut être notre âge, nous aussi nécessairement, peut-être qu'on a fait des choses pas top en fait en termes de data pure, et je pense que c'est important d'être modeste aussi nous-mêmes sur ces sujets-là, mais qu'il faut les évoquer. Moi j'en parle quand même pas mal. J'ai eu la chance de par exemple faire des conférences parce qu'il y a des associations de parents d'élèves qui m'ont sollicité pour faire des conférences sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sur l'IA générative, et j'avais fait un atelier, c'était hyper intéressant, où il y avait parents-enfants. Donc, enfants étant pré-ado, et leurs parents. Et j'avais fait tout un atelier, conférence-atelier sur les IA génératives. Et les aspects chouettes, les aspects peut-être moins chouettes, où il faut faire un peu attention, comment tu peux les styliser de façon créative, comment on peut les styliser pour créer des choses et développer aussi ton esprit critique, ton imagination, et pas être dans une approche de délégation de l'IA. C'est-à-dire... fais-moi ce devoir de 20 pages, tu vois. Ouais. Et qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit hyper réaliste de demander des mémoires, tu vois. Et je suis content que ça soit arrivé après mes études. J'entends beaucoup ce discours-là, et notamment dans le monde des développeurs, d'être super content d'avoir pu... Mais ce que je me dis aussi, c'est vrai qu'il y a la réalité du monde du travail. Donc, les IA développent aujourd'hui mieux que des développeurs débutants, on va dire ça comme ça. Mais rien n'empêche, comme de jouer aux échecs, d'apprendre. Ça, c'est une première chose. Mais c'est vrai que la réalité fait que les métiers vont forcément changer, puisque dans le milieu économique, tu seras de toute façon plus cher qu'une machine qui développe pour toi. Oui, mais ce qui est, on va dire, oui, mais c'est aussi l'occasion, en tout cas, moi, je me remets beaucoup en question dans mon travail, de base. Et les IA génératives, entre autres, ont fait que je me suis remis encore plus en question. Ouais. Que ça soit comme consultant, que ça soit comme formateur. Donc, c'est aussi parfois l'occasion de casser ses croyances, il ne faut pas tout jeter en disant tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Enfin, tu vois, je pense que ça ne sert à rien d'aller là-dedans parce qu'on va plus se faire du mal qu'autre chose. Mais au contraire, il faut, je pense, c'est l'occasion de faire le tri, tu vois, en disant ma manière de penser sur ça est surannée. Ma manière de penser sur ça est hyper pertinente. Voilà. Et de décomposer finalement tout ce que tu es capable de faire aujourd'hui, de l'amplifier par de l'IA, de se remettre en question. Moi, je dis vraiment, ça rend modeste ces outils. Tu ne peux pas lutter contre Claude Opus 4.8. Voilà, pour ne citer que lui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On peut pas lutter. Comme ça, non, mais c'est vrai. Alors oui, il va dire des bêtises, mais sûrement que dans ce podcast, peu importe sa durée, j'ai sûrement dit des bêtises aussi. Donc, en fait, on n'en est plus là. Ça, c'est ce que je veux dire. Ces débats-là, en fait, pour moi, c'est des non-sujets, c'est des non-débats. On n'y est déjà plus. Il faut
faut avancer, il faut se former, il faut... moi, je pose beaucoup de questions autour de moi. Tu as des personnes qui sont à 12 km au-dessus de moi sur plein de sujets, que ce soit des spécialistes en andragogie, que ce soit des spécialistes en IA tout court, des devs, etc. Je me nourris énormément de toutes ces personnes, encore plus limite qu'avant, tu vois, parce que j'ai pas du tout on va dire la prétention, tu vois, de dire « Oh non, mais moi, j'ai rien à apprendre » ou « Non, mais ces outils font quand même beaucoup de fautes. » Enfin, si t'en es là, c'est que c'est quand même compliqué, Ouais, je pense que là, on n'est plus à ça. Je voulais terminer ce podcast avant pour la définition d'andragogie. Parce que j'ai dit 14 fois, c'est ça, non? Oui, et je pense que c'est important de transmettre la définition de ce mot qui est peu utilisé qui n'est pas assez utilisé, exactement. Alors peut-être on peut faire un concours. Si les personnes trouvent le nombre de fois où j'ai dit andragogie, dont cette fois, durant l'épisode, ils gagnent un truc. Oui, bien sûr. Non, on va pas faire ça. Donc l'andragogie, en fait, c'est le pendant de la pédagogie, mais pour les adultes. Voilà. Très succinctement, c'est ça, andragogie. Et on utilise beaucoup pédagogie dans le monde même de la formation. Oui, pour adultes. Mais ce qui n'est pas grave, c'est ce que j'appelle les erreurs utiles. C'est vrai. Ça veut dire que c'est un abus de langage et que ce n'est pas bien grave. Mais j'aime ce mot. Il est beau, en plus, il est très très beau. Oui, c'est un très joli mot, andragogie. J'ai encore dit. On aimerait que tu fasses une conférence sur l'andragogie. Alors, j'ai pas du tout les compétences, mais franchement, voilà, si tu me laisses le temps, avec 2-3 IA génératives, avec plaisir, tu me réinvites et on parle d'andragogie. Mais c'est ce que j'allais te proposer parce qu'on arrive à la fin du podcast. Merci infiniment, Georges-André. Merci beaucoup, Delphine. C'était super. Et je me réjouis d'en savoir plus et puis de voir où va le milieu de la formation, sincèrement. Moi aussi, je suis très curieux.